Le bonheur est à son comble dans la clinique. 4 bébés, des garçons. Après 23 ans d'infertilité, Fanta renoue avec la joie de l'enfantement. Et le plus heureux est son mari. J'ai une fille qui a 23 ans. On a passé par tous les moyens pour avoir l'enfant. On n'a pas trouvé. Mais j'ai toujours dit à ma femme, on n'a qu'à prier. C'est Dieu qui donne. Dieu merci. Un jour, elle a eu parlé comme ça, on est parti à l'hôpital. Le docteur a dit qu'elle est enceinte. Vraiment, on était dépassés. Dieu merci. J'encourage mes frères qui n'ont pas d'enfants encore, ils n'ont qu'à prendre la patience. Dieu va les donner aussi. La naissance de ces quadruplés a été possible grâce à la prise en charge médicale du gouvernement à travers le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Une prise en charge évaluée à plus de 16 millions de francs CFA. Heureuse du bon déroulement de l'accouchement, la ministre Mariatou Koné s'est rendue à l'hôpital avec les bras chargés de cadeaux. C'est une famille de démunie qui s'est orientée dans un centre hospitalier universitaire. Et puis, au vu des menaces pour la vie de la maman, menaces pour la vie des enfants, ils ont été référencés dans cette structure où nous sommes. Et il fallait payer les frais. Et les parents n'avaient pas les moyens de payer les frais. C'est un sentiment de joie parce qu'on a fait d'une pierre deux coups. On a sauvé la maman, on a sauvé 4 enfants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a instruits par rapport aux droits des femmes. Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. C'est un accouchement assez complexe. Pour lequel on a dû réunir une grande équipe, une équipe multidisciplinaire, parce que ce n'est pas évident d'accueillir en même temps 4 prématurés, qu'il faut manager, qu'il faut monitorer immédiatement, l'un après l'autre. Pour l'heure, les bébés sont placés en couveuse et pourront sortir dans les 3 prochaines semaines. Des excuses, des regrets et l'appel à la clémence formulé par le collège de 5 avocats de la défense n'ont pas pu sauver d'affaire le jeune homme de 27 ans, Yao Kwadjo Philippe. 12 mois de prison assortis d'une amende de 5 millions de francs CFA et un franc symbolique à reverser à la gendarmerie nationale. C'est la sentence retenue par les juges au terme de l'audience. Nous ne cautionnons pas l'acte, mais le rôle de l'avocat, c'est de défendre. Et donc nous sommes venus pour dire que l'un d'entre nous aujourd'hui a fauté. Nous savons gré au tribunal d'avoir fait une application de la loi en le condamnant, mais en le condamnant quand même à une peine assez raisonnable. Je pense que nous n'avons pas fait appel de cette décision. Une première en Côte d'Ivoire pour les cas de dérive sur les réseaux sociaux pour le procureur de la République qui avait requis à l'endroit du prévenu une peine de 10 ans et 1 million d'amende. Cette sentence est jugée exemplaire. Il était question pour nous de démontrer à tous ceux qui font des dérives sur les réseaux sociaux que d'abord nous avons l'arsenal juridique qui permet de les rechercher, de les traquer et de les appréhender. 2. Nous avons les moyens techniques et technologiques pour aboutir à eux. Et enfin, que plus jamais nous allons tolérer cela parce que c'est inacceptable qu'on puisse livrer à la vindicte populaire des enfants. C'est au lendemain d'un mouvement de protestation des élèves de la ville de Mbayakro que ce père de 3 enfants a appelé à la haine. Pourtant, les auteurs des publications sur les médias sociaux appelant à la haine sont passibles de poursuites judiciaires, conformément à la loi sur la cybercriminalité. Dans un gala de catch, il faut des pom-pom girls, bien sûr. Des tenues forcément improbables, un certain sens du burlesque et des acrobates de haut vol. Le catch, c'est un sport-spectacle, c'est un mélange de plusieurs sports. Alors, on mélange un peu de la lutte, un peu du judo, il y a des prises de voltige, des prises de soumission. Ça mélange un peu plusieurs sports. Le catch se passe sur un ring, mais pas seulement. Dans les airs aussi, surtout depuis la 3e corde, et beaucoup dans les chaises. Et dans ce domaine, les filles ne sont pas en reste. Pour ceux qui s'entraînent plusieurs fois par semaine dans cette école de Nanterre, le catch, c'est du sérieux. Une passion même pour Aigle Blanc, qui rêve de devenir professionnel. En France, c'est encore compliqué de pouvoir tout faire et en vivre, mais moi j'aimerais bien au final
essayer d'en vivre, pouvoir partir à l'étranger, m'installer là-bas et pouvoir vraiment en vivre. Les jeunes se forment ici à l'art de la chute et apprennent les enchaînements les plus célèbres. L'avantage dans ce sport, c'est que tout le monde a sa chance. Égard à ceux qui oseraient dire que c'est du faux. Ouais, on va rigoler, mais il y a toujours le côté sérieux dans ce sport. Sachant même qu'on sait très bien que quand on monte dans le ring, on peut y passer à n'importe quel moment. Même une petite prise, on peut y passer. Et c'est surtout aussi grâce au public, parce que tout ce qu'on fait dans le ring, c'est pas pour nous, c'est surtout pour le public. Car le catch, c'est surtout une ambiance inimitable. Les propriétaires de cette salle de banlieue parisienne ne s'y sont pas trompés. Ils ont connu les heures de gloire des années 50, celles de Lino Ventura. Pour eux, c'est sûr, le catch français n'a pas dit son dernier mot. Le 20 mars 2003, l'armée américaine intervient en Irak. George W. Bush et son gouvernement n'auront de cesse de convaincre leurs alliés que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. L'intervention se solda par plusieurs centaines de milliers de morts. Saddam Hussein était-il impliqué dans les attentats du World Trade Center? C'est la question posée dès le lendemain des attaques par George W. Bush à ses subordonnés. Un rapport des services de celle qui est alors conseillère pour les questions de sécurité, Condoleezza Rice, assure que non. Il n'y a aucun lien entre l'Irak et Al-Qaïda. N'empêche, les spéculations vont bon train. James Woolsey, qui dirige alors la CIA, évoque un mariage très fructueux entre Saddam Hussein et Ben Laden. En 2002, le vice-président américain entreprend une tournée diplomatique où il affirme que Saddam développe des armes de destruction massive. Il rencontre notamment le premier ministre britannique Tony Blair, qui adhère à cette thèse et présente quelques mois plus tard un rapport de 55 pages démontrant que l'Irak développe non seulement des armes chimiques et bactériologiques, mais aussi des armes nucléaires qui pourraient être opérationnelles d'ici 1 à 5 ans. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, des inspecteurs de l'ONU indiquent pourtant n'avoir trouvé aucune preuve de ces allégations. La France de Jacques Chirac appelle à la prudence. Le 5 février 2003, Colin Powell, alors secrétaire d'État, tente de convaincre le Conseil de sécurité des Nations de la légitimité d'une intervention militaire. Il s'appuie sur des photos satellitaires, des écoutes téléphoniques et agite une fiole supposée contenir de l'anthrax. Il explique que chacune des déclarations qu'il fait aujourd'hui s'appuie sur des sources solides. Le 20 mars 2003, malgré l'hostilité de la France, de la Russie et de la Chine, Washington décide de lancer l'opération Irak Freedom sans l'aval du Conseil de sécurité. Une guerre éclair qui aboutit en quelques jours à la chute du régime de Saddam Hussein, mais plongera durablement l'Irak dans le chaos. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein est débusqué dans sa cachette près de Tikrit. Il sera exécuté par pendaison 1 an plus tard. Pourtant, aucune arme de destruction massive n'a été retrouvée en Irak. Alors, qui a menti? La CIA a plaidé coupable. Les informations collectées n'étaient pas solides. Les analyses bâclées et les conclusions fondées sur des hypothèses erronées. Le résultat, affirme un rapport officiel d'enquête publié en 2005, a été l'une des faillites du renseignement les plus préjudiciables de l'histoire américaine. Mais la communauté du renseignement n'est pas seule en cause. En février 2011, un certain Rafid Ahmed Alwan Al-Janabi révèle dans une interview dans un quotidien britannique qu'il est à l'origine de cette vaste intox. Proche des services secrets américains, Curveball, c'est son nom de code, affirme avoir tout inventé pour convaincre les États-Unis de renverser Saddam Hussein. Colin Powell sort de sa réserve et demande que la CIA et le Pentagone lui expliquent pourquoi il lui avait transmis des informations erronées. Mais pourquoi donc l'Amérique de George W. Bush a-t-elle envahi l'Irak? Dans son livre « Le temps des turbulences », paru en 2007, Alan Greenspan, qui dirigea la réserve fédérale de 1987 à 2006, n'a pas hésité à dire tout haut ce que tout le monde sait. L'un des grands enjeux de la guerre d'Irak était le pétrole.